Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est votre fidélité qui nous permet d'avoir le punch qu'il faut pour être toujours des vôtres chaque matin. Répandu encore dans de nombreuses écoles dans le monde entier, il faut dire que le châtiment corporel à l'école laisse place de plus en plus à une nouvelle méthode de travailler donc avec les enfants. Cependant, la situation de la discipline à l'école reste et demeure une situation à régler. Et ce matin, nous nous posons la question de savoir s'il fallait interdire réellement le châtiment corporel à l'école. En tout cas, la question sera posée à chaque personne qui sera sur ce plateau. Nous allons essayer de décrypter les différentes raisons, mais également ce que ça peut avoir comme avantage, parce que nous avons tous subi le châtiment corporel à l'école. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé et il faut voir autrement. Vos avis nous intéressent également et nous les attendons, bien entendu, via WhatsApp sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91. Et bien sûr, Modeste se fera un plaisir de les lire en fin d'édition. Modeste, bonjour. Bonjour Prunelle a dit aussi. Bonjour Eric, bonjour Alilato. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, comme je le disais, c'est avec plaisir que vous allez nous lire les messages que vous allez recevoir des amis téléspectateurs. Bien entendu. Émeric Okupeli, bonjour. Bonjour Brunel aussi, bonjour Aïla, bonjour Modeste et bonjour aux fidèles téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va très bien. Et bien entendu, vous avez parlé de Alilat qui a fait son retour aujourd'hui. C'est ça. Avec plaisir, bien évidemment. Bonjour Brunel, Émeric, Modeste, tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous nous avez manqué pas ici. Hein? Ah, vous également, et surtout les téléspectateurs. Oui. Alors, le châtiment corporel, est-ce que vous les avez subis aussi à l'école? Alilat. Oui, je pense que quand on a été d'une génération, on n'a pas pu échapper au châtiment corporel à l'école, surtout au primaire, parce qu'au collège, avec les heures qu'on vous colle, bon, après, il y avait un peu plus de discipline. Il y avait des enseignants qui préféraient vous donner quelques heures de retenue sur vos notes. Mais au cours primaire, c'est systématique, surtout en classe de CM2. Quand vous avez un directeur comme le mien, bon, de toute façon, ça commence déjà aussi quand on commence la table de multiplication, quand on a des dictées le matin. Imaginez, et quand on doit réciter ces leçons de morale, de civisme qu'on ne connaît pas. Parfois, on use de stratagèmes, surtout quand vous êtes devant, vous êtes obligé de dire ici, même quand vous ne connaissez pas. Dans l'optique avec, en priant que vous ne soyez pas désigné. Oui. Mais ça nous permettait d'apprendre systématiquement, d'être au pas. De faire les révisions de table de multiplication, la dictée, de beaucoup lire parce qu'on a peur qu'on nous frappait, mais il faut dire qu'il y avait des enseignants aussi qui exagéraient. Il y a des camarades qui portaient 2, 3 tenues par pour amoindrir un peu. Il y en a malgré la chicotte qui ne change jamais et donc ont également leur stratégie pour amoindrir le choc du bâton et de la chicotte, voilà. Et vous, Émeric? Vous savez, quand vous êtes dans une classe, il y a des gens qui disent ici, mettent ici, mettent ici. En fait, en réalité, ce n'est pas eux tous qui maîtrisent, la réponse à la question. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ce tact-là pour quand même voiler un peu comment dit-on, le fait qu'ils ne connaissent pas le coup. Vous savez, le châtiment corporel dans un passé récent, nous l'avons subi quand nous étions encore au cours primaire, et ça nous permettait quand même de nous discipliner, de réellement apprendre. Et beaucoup de gens s'en sont sortis en subissant le châtiment corporel. Et je crois que qu'on le veuille ou non, c'est une décision. Aujourd'hui, c'est vrai que le châtiment corporel a été interdit en milieu scolaire. C'est vrai que c'est une décision un peu mitigée. Chacun donne son avis par rapport à la question. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le châtiment corporel n'a pas fait que du mal. Ça a permis
à certaines personnes d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'on va revenir là-dessus. Absolument, on y revient donc tout à l'heure. Modeste, vous en êtes où? Bon. Oui, moi je ne sais pas si c'est une chance et moi je n'ai pas eu à subir le châtiment corporel. D'accord. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un père inspecteur des enseignements primaires et maternels. Donc, à chaque fois qu'on faisait mal, il allait voir et quand la maîtresse ou le maître devrait nous frapper, il allait quand même les voir et leur demander d'arrêter parce qu'ils luttaient en fait contre ce châtiment corporel. D'accord. C'est vrai, vous l'avez dit, néanmoins, il ne faut pas oublier les autres effets que ça peut avoir sur l'enfant, surtout quand on parle déjà de violence sur les femmes, vous imaginez tous les dommages que ça crée. Mais quand on en parle sur les enfants, imaginez davantage. De toute façon, le sujet sera analysé de fond en comble tout à l'heure. Mais avant de recevoir d'autres invités sur le plateau. Le châtiment corporel prend en compte toutes les dimensions, que ce soit à l'école, même si et on en parle très souvent à l'école, il y a ce phénomène d'enfants placés, maltraités, qu'on a dénoncé dans les années 2000, dont la sensibilisation continue, bien évidemment, parce que il y a des familles dans lesquelles, quand on amène ces enfants, on a l'impression que ce sont des esclaves pour la famille, les enfants. On les traite comme si ces enfants ne venaient pas également d'un père et d'une mère, même si elles sont là. Pour la plupart du temps, les filles dans les maisons ou les garçons dans les ateliers, les centres d'apprentissage, même s'ils sont là pour dire les enfants, pour apprendre, pour servir, aider leurs parents à subvenir aux besoins, leurs besoins et aux besoins de leurs frères. Ce sont également des personnes humaines. Bien sûr. Et leur droit à l'intégrité doit être respecté. Modeste. Alors, il faut dire que ces enfants placés ne sont pas des enfants placés parce qu'ils sont vraiment dans le manque, mais qu'ils ont peut-être besoin d'aide, un peu d'aide pour au moins soulager la situation des parents. Donc, je des enfants, parlant des domestiques et aussi dans le scolaire, je pense que c'est un truc à vraiment faire disparaître totalement. Alors, vous nous disiez tantôt que votre papa luttait contre le châtiment corporel sur les enfants en milieu scolaire. Vous allez nous dire un peu plus tard les solutions qu'il avait proposées quand même, justement, pour que la situation n'échappe pas aux enseignants ou bien aux acteurs du système éducatif. Émeric, nous continuons avec le buzz du net après le jingle. Alors, Émeric, on retient quoi? Alors, les buzz du net ou le buzz du net de ce jour nous amène directement aux États-Unis, où un chauffeur routier américain a provoqué la controverse sur les réseaux sociaux. Âgé de 33 ans, le fier papa pose avec 24 de ses 33 enfants sur différentes photos. Vous allez les voir à travers ces images. 33 enfants de plusieurs mères, bien sûr. Il assume entièrement son énorme famille, nombreuse, malgré les réflexions blessantes des internautes. Voilà, c'est ce qui a semé un peu de polémique sur les réseaux sociaux dernièrement. Un papa qui paraît un peu jeune, mais qui a déjà 33 enfants. Bien, il a quand même... il a 33 ans. Mais ce qui me frappe dans cette photo-là, c'est le fait d'assumer ses enfants. Et c'est très bien d'assumer les 33 enfants. Et surtout, même si c'est l'apparence et qu'on ne sait pas au fond véritablement si ces enfants-là s'entendent, ils se connaissent déjà puisqu'ils posent avec leur père, ils se connaissent déjà. Et c'est important. Ce ne sont pas des enfants perdus, c'est important, même si... Au fond, on peut questionner l'harmonie, le dispositif ou que les enfants s'entendent bien, se considèrent véritablement comme des frères et sœurs. C'est déjà important et bien qu'ils se connaissent et qu'ils posent avec leur père qui les assume également. Alors, quelqu'un va demander en temps, c'est quoi sa nationalité? C'est vrai qu'il est américain, mais bon, c'est un afro-américain, oui, modeste, oui. Oui, mais moi, ce qui m'étonne, la question que je me pose, c'est que quand, à bien voir les photos, à bien regarder la photo,
on voit que les enfants ont presque le même âge. Je me demande comment il s'est arrangé pour avoir un tel nombre d'enfants et qui ont presque la même taille ou le même âge. Bon, c'est ça. On a parlé de 24 femmes, donc Oui. il peut y avoir des moments où des femmes tombent enceintes approximativement avec quelques mois. Donc, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait épousé les 24. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment des femmes, si ce n'est pas des copines qui lui ont fait des enfants. d'un soir et autre. De toute façon, c'est ses enfants. Et excusez-moi, les enfants paraissent tous beaux. Oui, très beau. Oui, bien sûr. Le père n'est pas mal aussi. L'essentiel aussi, c'est d'avoir les moyens de s'en occuper jusqu'au bout. Justement, Parce que justement. avoir des enfants aussi, c'est une responsabilité qu'il faut Exactement. prendre en charge jusqu'au bout. Autre chose? Autre chose, on revient au Bénin, Oui. plus particulièrement à Cotonou, où au CNHU de Cotonou, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koumaga de Cotonou, il y a que l'usage du téléphone portable est désormais interdit au personnel soignant en service à la réanimation. C'est une décision du directeur général du centre qui a décidé de l'interdiction formelle d'utilisation des téléphones portables par le personnel soignant en poste dans le service d'anesthésie-réanimation. La décision date du 3 juin dernier et qui précise qu'un téléphone fixe est mis à la disposition du personnel soignant pour assurer les liaisons téléphoniques. Il faut dire que cette décision vient suite à plusieurs plaintes des usagers du service anesthésie et réanimation. Voilà. Très bien. J'allais demander pourquoi ces services spécifiquement en réalité, quand on voit le nombre de services que regroupe le CNHU, est-ce que le téléphone portable ne dérange que dans ces deux services-là? Non, je ne pense pas que le téléphone portable dérange dans ces deux services et ce serait bien d'élargir la note à tous les services parce qu'on sait que qui parle de santé, qui parle de CNHU, parle de vie. Et il y a sûrement des cas où quand la vie humaine est en danger, il faut avoir toute l'attention. Je ne dis pas ici que nos médecins ne sont pas professionnels, mais si on peut se donner les moyens d'éviter au maximum que les erreurs surviennent de nous, surtout que ce soit par manque d'inattention, qu'il faut qu'on prenne les dispositions pour. Et je pense qu'il faut l'élargir. Si ce sont des plaintes qui ont été à la base de cette décision, je pense que ces plaintes pourraient être dans d'autres services du CNHU et donc l'élargir tout en responsabilisant, que ce ne soit pas vu par les médecins comme une façon de minimiser leur engagement, leur professionnalisme et que chacun s'y mette pour qu'ensemble, ce centre puisse véritablement retrouver ces lettres de noblesse, qu'on puisse avoir confiance en nos médecins et qu'ils nous sauvent toujours. Le téléphone portable est reconnu pour distraire énormément, peu importe ce qu'on fait, Modeste. Alors, je pense, comme le disait Alilat, qu'il faut élargir. C'est vrai qu'il faut élargir, mais je pense que le service d'anesthésie et de réanimation, c'est deux services assez sensibles. Et l'initiative ou la décision est salutaire parce que ça va permettre, un temps soit un peu au personnel, voilà, d'être plus concentré et de faire un travail assez irréprochable. Je voudrais préciser, si tu permets, Émeric, la note doit être du 31 mai 2022. Donc, moi, je voudrais quand même revenir là-dessus parlant de cette décision où, vous savez, c'est dans ces genres de services qu'il faut, quand je parle de service, ce n'est pas forcément la réanimation, l'anesthésie-réanimation, mais il y a dans certaines structures, quand même, il faut qu'on applique rigoureusement cette interdiction d'usage du téléphone portable, surtout quand la vie humaine est en danger, quand on parle d'hôpital, et surtout le CNHU, vous savez, combien de personnes fréquentent par jour cet hôpital, et donc que des personnels soignants qui sont censés être concentrés sur leur travail pour pouvoir apporter des soins de qualité à des patients, permettre le vilain luxe de se connecter, d'utiliser le portable à tort et à travers. Je pense que la décision est salutaire. Il faut quand même que ce soit très appliqué, qu'on soit très rigoureux là-dessus.
Merci Émeric pour ces infos. Nous allons aborder maintenant notre sujet, mais avant de vous laisser partir, Émeric et Modeste, c'est important quand même de parler de cette expression de notre mot du jour, ou plutôt l'expression du jour de ce mercredi, qui est bien sûr manier le bâton et la carotte, faisant référence à notre thématique du jour. Oui, quand on parle de châtiment corporel, il faut dire que le bâton entre en ligne de compte quand vous commencez par frapper quelqu'un. Et l'expression est tout à fait normale quand on dit que de manier le bâton et la carotte, c'est qu'il faut savoir appliquer une punition à l'enfant, mais pas exagérer. Donc l'expression du jour, vous l'avez dit tantôt, manier le bâton et la carotte, qui veut dire tout simplement une récompense ou une punition au premier sens. Le deuxième sens du mot et de l'expression du jour, c'est la récompense et la punition pour influencer le comportement d'un individu ou des gens. Donc, quand on dit manier le bâton et la carotte, c'est de pouvoir trouver le juste milieu pour pouvoir faire corriger la personne qui est en erreur. Cette expression date de 1948. Elle fait référence à un âne qui a du mal à avancer sans motivation. Si vous lui montrez une carotte, signe de récompense, ou si vous lui donnez un coup de bâton, dans les deux cas, il avancera. Voilà d'où vient cette expression. Et une citation, peut-être pour accompagner cette expression: le bâton et la carotte sont des stimulants persuasifs et fréquemment utilisés. Mais traiter les gens comme des ânes, ils se comporteront comme des ânes. Je reprends: le bâton et la carotte sont des stimulants persuasifs et fréquemment utilisés. Mais traiter les gens comme des ânes et ils se comporteront comme des ânes. C'est une citation de Jean Wistor. Merci beaucoup, Émeric Okopeli, pour la citation. En tout cas, nous allons recevoir des acteurs du monde enseignant tout à l'heure sur le plateau. Ensuite, suivra le juriste. Et nous allons également suivre d'autres personnes, disons, qui ont réagi sur le sujet, ainsi que le sociologue Didas Tossou, qui nous a fait sa petite analyse du châtiment corporel en milieu scolaire, de son interdiction aussi dans notre discussion. Alors, je vous libère, Modeste et Émeric, et je vous retrouve dans les prochaines minutes. Voilà, installé sur le plateau à présent, je voudrais vous présenter Léa Kinerila. Bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes institutrice et également sur le plateau, Georges Abbé. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes enseignant et bien sûr, Lila est avec nous pour la discussion. Alors, nous parlons de châtiment corporel en milieu scolaire. D'abord, je voudrais vous poser la question de savoir, vous y mettez quoi quand on vous parle de châtiment corporel? Georges Abbé. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et cette occasion qui nous est offerte pour expliquer de langage comment ça se passe. Au fait, le châtiment corporel, c'est un châtiment qui est une forme de punition, dont l'objectif est d'infliger une douleur physique afin d'amener une personne reconnue coupable d'une faute ou d'un délit à un repentir et à éviter la récidive. Donc voilà un peu comment on peut définir le châtiment corporel. Voilà. Très bien. Alors, Léa, vous qui êtes enseignant également, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose avant que je peux dire, tout d'abord, je te remercie. Je peux dire que le châtiment corporel, ça fait recours à la force physique, pas une personne ou une position d'autorité sur une personne. Bien entendu, une position d'autorité, c'est vrai. Alilat? Je ne vais pas ajouter quelque chose. Je voudrais attirer l'attention sur quelques mots utilisés. Personne qui a une autorité sur une autre, qui fait recours à une force physique, donc qui fait appel à une punition, et dans le but que ce dernier ne reprenne pas la faute pour laquelle il est puni. Donc, dans ce cas, quand on est à l'école, on parle d'élèves, on parle d'écoliers et on parle d'enseignants ou de la personne qui a à charge la classe et qui donne l'enseignement. Ouais.
Très bien. Alors, je voudrais quand même vous demander, est-ce que, disons, avant cette interdiction, nous allons en venir tout à l'heure à l'interdiction, avant cette interdiction, comment cela se passait réellement avec les enfants? Quelles fautes étaient jugées, par exemple, comme punissables et quelles punitions vous adressez aux enfants, disons, avant l'interdiction? Merci beaucoup. En réalité, avant cette interdiction, comment ça se passait? Et c'est que dans le domaine éducatif, et nous, en tant qu'enseignants, moi je suis dans le secondaire, Oui. et quand cela arrive, comment ça se procède? C'est-à-dire, parfois on inflige des punitions à l'enfant, c'est-à-dire en utilisant des bâtons, ou bien de la chicotte, ou bien en pinçant l'oreille, un peu de tout, quoi, que vous connaissez très bien. Donc, voilà comment on le faisait dans le temps. Et je pense qu'à l'époque, ou peut-être même avant nous, le châtiment corporel, peut-être on peut dire que ça a été bénéfique pour certains. Vous mais l'avez pour d'autres, subi aussi? Voilà, je l'ai subi également. Presque tout le monde ici, peut-être sur le plateau. Donc, on a tous subi ça. Donc, voilà, aujourd'hui. Mais c'est venu à la raison de telle manière qu'on nous a interdit formellement que ça ne doit plus se reproduire et nous mettons au pas. Léa? Oui. Et le châtiment, ça permet à l'enfant de l'amener sur l'ordre. Et quand, bon, c'est pas automatiquement le punir, lui donner des punitions, ou soit lui dire méfie-toi, ou soit mets-toi en genoux, des petits trucs. Bon, si ça dépasse les limites ou bien ça énerve l'enseignant, c'est là où il soulève le bâton. Mais quand on soulève le bâton, on sait comment on fait. C'est pas à coup de fouet, on commence pas, non. C'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, on a dit tout à l'heure que ça, on l'a subi tous, mais justement, est-ce qu'on n'en a pas gardé de mauvais souvenirs aussi? Même si on en parle de manière, disons, aussi courtoise, avec la bonne humeur et tout, on en a quand même gardé de mauvais souvenirs. Bien sûr, peut-être pas nous forcément, mais nos camarades en classe. Je voudrais préciser avant de répondre à votre question que la première note qui interdit le châtiment corporel date de 1962. C'est la circulaire numéro 100 de 1962 qui interdit le châtiment corporel. Donc, si on devrait respecter véritablement la loi, même nous n'aurions pas subi le châtiment corporel. Bien sûr que certains ont gardé de mauvais souvenirs du châtiment corporel. Quand on parlait du châtiment corporel, on a précisé qu'on nous frappait, quand on nous disait... Mais aussi, même ce temps, il y avait le fait de recopier un tel nombre de fois la leçon qui nous permettait de garder la leçon. Les doigts il y a les doigts, il y a le fait de se mettre à genoux. Je pense que comme c'était en vogue, on ne sentait pas véritablement qu'on agissait sur notre intégrité physique. On ne mesurait pas le châtiment sur le volet des droits humains, du respect de l'intégrité physique, parce qu'on supposait, et nos parents étaient d'accord avec, que l'enseignant a le droit de nous frapper quand on est en erreur. Et c'est culturel, quoi qu'on dise aussi. Même à la maison, nos parents nous frappaient pour nous tirer des oreilles, nous ramener à l'ordre. On trouvait ça normal, même s'il y a des enfants que ça a traumatisé, qui ont déserté le forum, qui ne sont plus venus à l'école parce qu'on les a frappés 1 ou 2 fois, ou que ce jour-là, l'enseignant particulièrement avait ses problèmes et s'est acharné sur un enfant parce qu'on a eu des cas, même quand on était petit, on a eu des cas où les enfants ont failli en pâtir. Et donc, ça a marqué, ça a traumatisé à vie ces enfants-là qui ont arrêté l'école, qui ont décidé de ne plus aller à l'école, ou même quand ils voient des enseignants, ils sont tellement traumatisés que ça fait peur. Mais c'était une pratique qu'on trouvait légale parce que on n'y voyait pas d'inconvénient, parce que culturellement et parce que on a vu les personnes avant nous subir le châtiment, c'était devenu une règle et tout le monde l'appliquait parce que bon, il fallait corriger les enfants, il fallait les ramener à l'ordre, et on sait que il y en a qui, s'ils ne recevaient pas le bâton, ne se mettaient jamais au pas. Donc il y a eu ceux que ça a traumatisé, il y a eu ceux que ça a aidé, qui malgré qu'ils recevaient sans le bâton ou sans la chicotte, n'auraient jamais été ce qu'ils sont aujourd'hui. Même si on fustige, on dit que ce n'est pas bien, n'auraient jamais été ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, je pense
qu'il faut voir le sujet sur le volet de, oui, respecter les droits humains. Il y a plusieurs façons de ramener les enfants à l'ordre, de les amener à comprendre que leur façon d'agir ne les aide pas, parce que avant tout, c'est de leur intérêt, c'est de leur bien qu'il s'agit. Oui. Étudier, quand vous allez réussir, ce n'est pas forcément à l'enseignant. On a oublié même beaucoup de nos enseignants. Donc, il y a des alternatives pour faire comprendre à l'enfant que sa façon d'agir ne l'aidera pas à réussir sur le plan éducatif et professionnel. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est à ces alternatives-là qu'on appelle les enseignants et tous les acteurs du monde éducatif, également à la maison, bien évidemment. Bien sûr. Alors, avant de voir peut-être les alternatives aujourd'hui qui s'offrent au monde enseignant, le châtiment corporel pour, disons, qui a été utilisé sur plusieurs décennies, quel avantage en fait on peut y trouver finalement, Georges? Ok, merci beaucoup. Et le châtiment corporel, d'entretemps, il y a d'aucuns qui ont tiré beaucoup d'avantages dedans parce qu'aujourd'hui, ça nous a mis sur les pas. Et il y a d'autres avant nous qui ont subi aussi les mêmes affres de ces châtiments corporels. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et parfois, même, ils recommandent à ce que ça continue jusqu'à présent. Mais actuellement, compte tenu des données actuelles, nous ne pouvons plus faire ainsi. Donc, il faut respecter la loi. Force doit rester à la loi. Donc, force reste à la loi. Léa, oui. Les avantages? Ça permet à l'enfant de revenir sur lui-même, de savoir que ce qu'on est en train de lui dire n'est pas bon. Et de permettre aussi à l'enfant, souvent quand on tape aussi, prochainement, je dois apprendre, je dois respecter ce que la maîtresse est en train de dire. Bon, ça amène beaucoup de trucs, mais bon, comment on nous interdit cela? On essaie de faire. Est-ce que vous, en tant que peut-être ancienne apprenante, ça vous a aidé? Oui, beaucoup. Sur quel plan? Qu'est-ce que vous faisiez que le châtiment a corrigé en quelque sorte? Bon, si je me rappelle de la manière dont le maître me tape, automatiquement on me donne des 6. Arrivé à la maison, je ne dors même pas. Je dois le faire. Parce que si je me rappelle comment on a tapé l'autre, je ne veux pas subir cela. Donc, je suis au point avec. Même pour les leçons, chez nous, avant les leçons, c'est même le directeur qui venait assister aux leçons. Donc, je dois l'apprendre avant d'aller, sinon je risque d'être abattue. Abattue. Vraiment. Après, c'est vrai que quand on passe une journée ou bien une matinée en présence d'un enseignant qui vous traumatise, bon, finalement, la journée, on est abattu après cette matinée-là à l'ILAT. On ne pense qu'à ça en rentrant, et quand on dépose son sac, la première chose qu'on fait après, parfois même on ne mange pas, c'est de faire ces exercices en même temps et de se mettre au pas, c'est top. Et en fait, avant, tout s'accompagnait. C'était un tout qui s'accompagnait. Moi, je me souviens quand je rentrais à la maison, c'est vrai, ma mère est occupée, mon père est occupé, mais il y a un de mes frères qui était chargé de me suivre. Et qui avait la responsabilité quand je ne travaillais pas. En fait, c'est lui qu'on devrait taper. Donc, en fait, c'est une chaîne. Les parents ont conscience que quand vous ne travaillez pas, le maître à l'école a à charge de vous, comme on le disait, redresser. Et à la maison, le maître se dit, quand vous ne faites pas des exercices, c'est qu'il met un 0 dans votre cahier. Si votre parent vous suit véritablement, ce 0 va l'énerver parce qu'il fait de l'investissement, il veut que vous évoluez. Lui-même, il va vous mettre au pas. La personne qui est chargée de vous suivre va vous mettre au pas. Et donc, cette chaîne vous oblige, vous contraint, parfois même vous dormez mal, vous contraint à être au pas, à donner le rendement qu'il faut. Même si on ne mesure pas, en fait, l'angoisse que l'enfant subit, parfois on ne dort pas, on sursaute, on se réveille la nuit, on prend son cahier encore pour être sûr d'avoir bien retenu la leçon. Quand vous vous réveillez en allant à l'école, vous récitez la leçon sur la voie, parce qu'avant on marchait, c'est pas maintenant où tous les parents prennent les enfants. Bon, je parle des villes, il y a encore chez moi, dans les villages où les enfants vont à l'école, même au sud ici. Donc, avant, on marchait entre camarades, on se récitait les leçons parce qu'on est sûr, si jamais tu oublies un mot,
quand l'enseignant ou le directeur va te prendre, ce qui va s'en suivre n'est pas du tout agréable. Donc, voilà. Oui, alors, oui, c'est vrai qu'il y a tous ces avantages, peut-être qu'on y trouve. Néanmoins, comme vous l'avez souligné dans votre développement, les enfants parfois ont du mal à venir à l'école, mine de rien. Est-ce que vous l'avez remarqué, Georges Abbé, en tant qu'enseignant? Exactement. Parfois, vous voyez, quand on inflige une punition à l'enfant, les dommages collatéraux, tout ce qui se passe, vous voyez, il y a des causes et blessures volontaires. Parfois, bon, on le fait sciemment ou inconsciemment sous l'effet d'impulsion. Vous voyez un peu. Bon, les enfants ont de la peur, ils ont de la panique. Et je viens à l'école, bon, je vais subir un peu la punition donc, du professeur ou bien de l'instituteur ou l'institutrice, vous voyez un peu. Donc, il y a l'effet de la panique. Et sous l'effet de la panique, parfois, l'enfant, ce qu'il connaît même, il a du mal. Sincèrement, il faudrait que nous trouvions une solution à ça pour remédier à ce phénomène. Justement, est-ce que l'interdiction, ou plutôt le châtiment corporel, certains exagéraient aussi? Bien sûr que oui, soyons sincères envers nous tous nous le savons, il y a des enseignants qui exagèrent. Et vous savez, des fois ça dépend. Vous savez, sous l'effet d'émotion, vous ne savez pas comment l'enseignant allait venir à l'école, ce qu'il avait connu peut-être la veille, ce qu'il avait eu comme problème. Et sous l'effet de cette colère, peut-être suite à une petite erreur de l'apprenant ou l'apprenante, il agit un peu violemment. Et nous connaissons la suite de tous ces événements-là, donc ça finit derrière les barreaux. Donc il faut vraiment en éviter. Très bien. Léa, vous l'avez observé aussi, des exagérations dans le châtiment corporel? Oui, effectivement. Bon, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas comment le monsieur, bon, on l'a déjà énervé à la maison depuis la journée d'hier. Et sous l'effet, il vient, un enfant rentre dedans, il la bat à mort. Et de la manière il l'a battu, moi, parent, je ne peux pas accepter cela. Moi, je n'ai pas amené mon enfant pour subir cela. Donc, d'autre part, on accepte l'interdiction. Genre, on nous demande à nous, enseignants, de nous ramener, alors de nous mettre à bas. Donc, c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'avant, quand même, vous receviez des plaintes par rapport à l'éducation, bien la manière dont vous tapez les enfants? C'est vrai qu'aujourd'hui, systématiquement, tout le monde se plaint, mais avant l'interdiction, est-ce que des parents se plaignaient? Oui. Oui, même. Bon, pas à mon niveau. Dans l'école où je suis, il y a beaucoup qui se sont approchés de nous pour dire qu'ils n'aiment pas ci, qu'ils n'aiment pas ça. Oui, ça arrive. Peut-être je suis en train de taper l'enfant et le bâton va partir ailleurs. Ça, ce n'est plus la faute de l'enseignant. Mais bon, peut-être c'est l'enfant qui se jacassait des gestes et puis c'est parti ailleurs. Et là, les parents se plaignent pour dire non, tout ça. On essaie de calmer ces parents-là pour leur dire, on va essayer de voir. On va en parler avec la maîtresse. Très bien. Et Alilat, est-ce que justement toutes ces raisons justifient, parce que de toute façon l'enseignant c'est lui l'adulte, il est père peut-être de famille et autres, et ces raisons ne devraient pas en fait justifier le fait qu'on en exagère, Alilat? Exagérer dans le sens de frapper ou exagérer dans le sens de l'interdiction? Non, de frapper. Oui, il ne faut pas exagérer puisque l'enseignant est censé avoir les méthodes, les bonnes d'ailleurs, pour éduquer, pour faire passer son enseignement. Et quand on en arrive à choisir le bâton, quand on en arrive à choisir la violence, c'est que soi-même en tant qu'enseignant, on ne se maîtrise pas, que soi-même on n'a pas cette meilleure façon-là ou cette meilleure méthode de faire acquérir le savoir à ces enfants qu'on a en face de nous. On est parti dans le passé pour dire ce qui se passait, mais je vous promets que si on vous avait interrogé en ce temps-là, il y aurait des enfants qui vous diront qu'ils ne supportent pas, comme le dit le professeur, qu'ils ne supportent pas du tout le bâton. Quand ils voient le bâton, ils sont tellement perdus que vous aurez l'impression qu'ils n'apprennent pas, alors que c'est vous qui les traumatisez. C'est vous qui apportez cette peur en eux au point où ils sont tétanisés, ils ne sont plus capables de faire quelque chose et le rendement est mauvais. Dans les deux sens,
Même si on dit qu'il y a des personnes que ça a aidé dans les deux sens, c'est parce que les études ont montré qu'il y a eu plus de personnes aussi et que ça n'a pas favorisé, qu'on ne le dit pas assez souvent, mais il y a des enfants à l'âge adulte qui développent des comportements et quand on retourne dans leur enfance, on se rend compte que c'est le traumatisme subi et gardé qui les a amenés à ces comportements-là. On a parlé de décrochage scolaire. Oui. Il y a des enfants qui auraient pu continuer à l'école, qui auraient réalisé leur rêve s'il n'y avait pas eu cette peur d'être frappé par un enseignant et tout ça. Qu'on en arrive, il y a eu des cas parfois qu'on a étouffé parce qu'on arrive finalement à se dire, on comprend, c'est l'enfant qui, parce qu'on le frappait, n'est pas resté tranquille. Mais je vous promets, personne ici ne reste tranquille. Quand on le frappe, on a tous envie de fuir, de se détacher, de ne plus subir. Donc il est arrivé des cas où c'est parti où on n'aurait pas dû. Si on avait évité de frapper l'enfant, on n'en serait pas arrivé là. Qu'on dise que ce n'est pas la faute de l'enseignant, je dis non, l'enseignant et tout l'établissement sont concernés parce que l'enseignant à cet instant aurait pu se retenir, aurait pu demander à l'enfant, on va te mettre à genoux, ou recopie-moi 100 fois cette leçon-là, où tu ne vas pas à la pause, que tu fais des travaux dans l'école avant de rentrer, qu'on aurait pu éviter ces incidents-là. Très bien. Alors, parlons justement de l'interdiction qui est intervenue il y a quelques années de cela. Vous, en tant qu'enseignant, quand vous avez appris que désormais, il n'y aurait plus ça, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Georges? Merci beaucoup. Bon, juste effectivement, quand l'interdiction est arrivée, on ne peut que se conformer à la règle. Mais ça a été difficile. Pourquoi? Parce que chez nous, au secondaire, les apprenants savent aujourd'hui que le châtiment corporel est formellement interdit. Bien sûr, l'information est passée. Compte tenu de cette information, ça fait que les enfants sont vraiment indisciplinés. Vraiment indisciplinés, et puis parfois même des propos peu orthodoxes, c'est-à-dire à votre égard. Et puis, bon, nous, tout simplement, pour ne pas déroger à la règle, qu'est-ce que nous faisons? Moi, je leur dis tout simplement d'aller voir le surveillant général. Bien parfois, je fais des retenues sur des notes de conduite, voire des interrogations, des évaluations formatives et sommatives. Donc voilà un peu la stratégie que nous, on adopte au secondaire pour pouvoir essayer de trouver une solution à ces indisciplines-là. C'est vrai que vous m'avez parlé des solutions et autres. Vous avez pensé tout de suite quand vous avez dit c'est interdit? Bon, dans un premier temps, moi, quand j'aurais appris que c'est vraiment interdit, je n'étais pas du tout d'accord. Parce que je me suis dit, bon, aujourd'hui, ce que nous constatons avec les apprenants, l'indiscipline notoire qui règne de fond en comble, ça ne finit jamais, ça prend même de l'ampleur. Vous voyez, donc moi, je n'ai pas tellement apprécié, mais on n'a pas le choix, il faut se conformer à la règle. Léa? Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé tout de suite en lisant cette note? Bon, ça m'a un peu déçue. Parce que sans ça, tu ne peux... L'enfant, quand il voit le bâton, souvent des enfants, quand ils voient le bâton, ils ont peur. Ils se mettent au travail. Mais on nous interdit de ne pas mettre le bâton. Bon, ils amènent à l'enfant de rester. Nous, on n'a pas le choix. Mais c'est quand les parents viennent dire, nous ne voulons pas ça, hein. On veut que notre enfant travaille. Mais voilà que c'est l'État qui interdit. On n'a pas le choix. Pour moi, ça m'a un peu refroidi. Oui, mais bon, on n'a pas le choix. On a le droit d'obéir à cette loi. Très bien. Alors, avant de prendre la réaction de Alilat, nous avons également posé la question à quelques autres enseignants. Ils nous répondent dans cet élément. Le châtiment corporel, pour moi, c'est tout acte qui flagelle, qui frappe un enfant, tout acte pour faire du mal à un enfant. Je mets tout ça là dans le châtiment corporel. Le châtiment corporel, c'est le fait d'appliquer la chicotte sur un individu X au fin de l'amener à faire ou à exécuter une mission. Oui, le châtiment corporel est effectivement interdit en milieu scolaire par des tests de loi, car cela traumatise les enfants. C'est une décision un peu mitigée. C'est vrai, un enfant n'est pas un animal. Et lorsque vous appliquez le châtiment corporel sur un enfant, cela a plusieurs risques.
l'enseignant qui s'adonne à cette pratique peut se retrouver banalement en prison. Du moment où, par mégarde, en tapant un enfant, il tombe ou il se blesse. Le parent a l'obligation de porter plainte. Je crois que, comme on le dit souvent dans notre milieu en Afrique, ce n'est pas bien perçu. Mais moi, en tant que praticien, en tant qu'enseignant, je crois que c'est la meilleure solution. Parce que dans nos classes, il y a des enfants de différentes catégories d'enfants, qui quittent de différents groupes sociaux, donc qui ont de différentes éducations. Donc c'est mieux de ne pas l'appliquer comme les autorités l'ont interdit. Mais pour pallier à ça, il y a des mesures que des enseignants utilisent, qu'on utilise, je dirais, pour amener les enfants à être studieux. Par exemple, des retenues au cours des heures de pause. À midi, par exemple, tu retiens l'enfant pendant 15 minutes pour le punir. Ça le fait réfléchir. Voyant ses amis, par exemple, au dehors, il réfléchit à ce qu'il a fait et désormais, en voulant refaire la même chose, et il réfléchit quand même à 2 fois pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui, la meilleure mesure aujourd'hui, même grâce au programme APC, approche par compétence, c'est notre outil, c'est-à-dire la sensibilisation, devenir l'ami des enfants et être au centre des activités pédagogiques. Donc actuellement, je crois que quand tu es enseignant, tu prends ta classe en main, tu agis conséquemment, tu deviens l'ami des enfants, tu es au centre de toutes les activités. Les enfants ont confiance en toi et facilement tu passes ton message. Mais en plus de ça, il y a des petites punitions qu'on peut donner aux enfants. Par exemple, comment on peut retenir un enfant après l'heure de récréation de 5 minutes, au moment où ses camarades sont en train de manger, pour le retenir un peu. Là, ça l'amène à se conscientiser. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on peut le faire juste pour le punir. Mais lui appliquer le châtiment, lui donner des mots, ce n'est plus bon. Parce que les enfants que nous avons, ils ne sont pas des animaux pour qu'on puisse les battre comme des animaux. Mais de jour en jour, il est un secret de Polichinelle de savoir qu'il y a des enfants qui ne comprennent que malheureusement, et je le dis malheureusement, que le langage de la chicotte. Malheureusement, parce que tu leur refuses, tu trouves des moyens, en bon psychopédagogue, tu trouves des moyens pour les amener à la raison. Ils ne sont pas favorables, ils ne coupent pas l'échine devant tes moyens. Mais lorsque tu leur parles de la chicotte, figurez-vous, ces enfants, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de la chicotte, mais c'est un choc psychologique. Ils arrivent à exécuter rapidement et à se ranger. Pour un enfant, par exemple, qui n'apprend pas ses leçons, moi, personnellement, pour punir cet enfant, je lui demande de recopier cette leçon 3 à 5 fois. Ça va lui permettre d'assimiler cette leçon involontairement. Et aussi pour un enfant turbulent, par exemple, dans ma classe, qui empêche ses camarades de suivre et qui lui-même ne suit pas, moi, je le mets dans un coin pendant 15 minutes, pas à genoux. Il reste debout, il suit de loin, mais ça l'empêche quand même de parler avec ses camarades, de bavarder pour perturber la classe. D'abord, il faut maîtriser sa classe. Il faut maîtriser sa classe et dès le premier jour de l'année scolaire, il faut partir sur des principes bien déterminés. Et lorsque l'enseignant maîtrise sa classe, il n'a même plus besoin de chicotte avant de faire passer son message. Bon, on peut dire que ça a des répercussions parce que, entre-temps, c'est ce que nos enseignants utilisaient pour nous corriger. Moi, personnellement, on me chicotait proprement. Et pour ne pas être chicoté, j'apprends mes leçons, je fais mes devoirs. Mais on constate de nos jours que certains enseignants traumatisent des enfants à travers ce châtiment corporel, oui.
il y en a des cas de décès suite à ces trucs-là. Donc, bon, je peux dire que ce n'est pas trop à regretter quand même. Puisque le monde évolue, il faut évoluer avec. Voilà, c'était donc les réactions de d'autres enseignants, d'autres praticiens de la chose. Léa, votre réaction, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué peut-être? Bon, comme la dame l'a dit, et nous pouvons avoir nos manières de canaliser les enfants. Et le châtiment corporel aussi met en tête, traumatise souvent les enfants. On va savoir comment gérer. Et le premier monsieur avait dit, dès le premier jour, on peut maîtriser nos enfants, bien sûr. On va mettre ça dans nos... dans les approches à suivre. Dans les approches à suivre. Parce qu'il faut en fait indiquer la marche à suivre en même temps avec les enfants pour qu'il n'y ait pas de dérive en fait. Mais vous, en tant qu'enseignante, qu'est-ce que vous mettez en place? Dès le premier jour, je prends contact avec les enfants. Je les amène à dire, je ne suis pas venue. Tout d'abord, je demande, est-ce qu'ils ont vu les cornes sur ma tête? Non, qu'on est tous les mêmes. On est venu apprendre le peu que je connais. Je vais le partager. Et eux aussi, parce qu'il y a aussi des enfants qui connaissent aussi parmi nous, qui nous corrigent souvent. Ils ont des réflexions très pertinentes. Qui nous corrigent souvent. Donc, si ce que je mets, tout le monde met ça en pratique, on sera des bons amis. Souvent aussi, je mène, quand il y a aussi ces genres d'études, je fais aussi des petits cadeaux pour qu'on puisse, de temps à autre, on met un peu de temps libre et on partage, ou soit les meilleurs, il y a souvent des craies de couleur. Je les partage bien. Même. Et avec ça, on devient des amis. Et quand tu leur parles, ils écoutent. D'accord. Bon, c'est vrai que quand ils sont en bas âge, on arrive à faire ça, mais quand ils sont à l'adolescence et qu'ils rejoignent Georges Abbé de l'autre côté... Vraiment, c'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a parfois même des apprenants qui, quand tu les vois, compte tenu de leurs conditions physiques, toi-même, tu vas voir qu'en tant qu'enseignant, tu ne peux même pas te rivaliser avec. Bref, par rapport à ce que nous avions entendu, ce que les collègues ont dit, c'est vraiment fondamental. On a constaté que avec l'APC, l'approche par compétence, il faut respecter les normes actuelles en vigueur, donc on ne peut que se conformer à la règle. Effectivement, il y a des enseignants qui exagèrent avec le châtiment corporel, et puis nous voilà aujourd'hui, nous connaissons tous la suite, donc voilà un peu ce que je pourrais souligner par rapport à ça. Alors, vous avez tantôt dit les approches que vous mettez en place et tout. Vous avez suivi un peu les enseignants aussi qui ont développé quelques autres... Exactement. Bon, quelles sont les approches que nous mettons en place pour pouvoir réprimander ces enfants-là pour leur donner une punition? Bon, dans un premier temps, on leur demande de recopier un certain nombre de fois un test ou je ne sais pas, une punition, un certain nombre de fois, juste pour les ramener à l'ordre. En dépit de cela, on leur fait parfois des retenues, sur des notes de conduite ou bien dans des évaluations. Et peut-être parfois aussi des corvées juste pour le balayage. Bon, voilà un peu ce que nous appliquons pour les ramener à la raison. Est-ce que ça marche? Bon, sincèrement, parce que ça se passe au vu aussi de tout le monde, devant l'administration, tout le monde. Donc, des fois ça marche, mais il y a des fois ça ne marche pas, ça apporte des glissements dedans. Bon, il y a des enfants qui tiennent toujours tête. Et quand nous voyons que c'est ainsi, bon, que faut-il faire? Il faut laisser les personnes bien indiquées se charger de cela, tels que les surveillants généraux, nous les confions et puis voilà, ils gèrent le travail. Très bien. Alilat, oui, sur l'élément, c'est vrai qu'en tant qu'enseignants, ils sont venus essentiellement sur la pratique et les alternatives. Mais il y a un autre point qui a été évoqué sur lequel je reviens, c'est le fait qu'on ait constaté aujourd'hui des dérives du côté des apprenants également, parce qu'ils sont désormais informés de la dernière de 2018 du ministre et du communiqué de 2020 qui rappelle à l'ordre les chefs d'établissement publics et privés et qui insiste vraiment sur le fait que
Et si la note n'est pas respectée, il y a des écoles qui seront fermées du côté du privé. Il y a des chefs d'établissement qui seront relevés, déchargés. Et donc, les enfants se disent, ah oui, c'est la porte ouverte à tout. On peut tout se permettre. On ne fera plus objet de châtiment corporel. Les enseignants ne peuvent plus nous crier dessus, nous toucher. Et donc, il y a des parents aussi qui n'aident pas véritablement, parce que quand on parle d'alternatives au châtiment corporel, il faut savoir que nous devrons tous nous mettre pour trouver des solutions, des palliatives qui aideront véritablement les enfants à comprendre que oui, le bâton, la chicotte n'est plus de mise, mais il faut que nous-mêmes en tant qu'enfants, on puisse appliquer, on puisse se mettre au pas, parce que c'est de notre intérêt, c'est de l'intérêt des familles. Il y a des parents qui aujourd'hui viennent avec l'enfant à l'école, devant l'enseignant, devant l'enfant, crient sur l'enseignant, le menace de poursuite. Et du coup, quel respect vous voulez que l'enfant ait à cet enseignant-là? Quelle considération il aura à cet enseignant quand l'enseignant tremble devant son père ministre ou son père tel cadre, parce qu'il a peur aussi pour sa vie et pour sa famille? Je pense que tous, on doit s'y mettre, parce que si on est tous d'accord que le châtiment corporel n'est pas une bonne chose, qu'il faut trouver des alternatives, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être recadrés et qu'on n'a pas besoin de les taper dessus pour qu'ils comprennent que c'est de leur intérêt, qu'ils se mettent au pas. Il faut que les parents également puissent, qu'on soit dans la sensibilisation, dans l'éducation, afin qu'ensemble, parents, et enseignants, et les politiques puissent trouver des alternatives efficaces pour véritablement amener les enfants à se mettre au pas. Et se mettre au pas, c'est étudier, puisque quand on va à l'école, principalement, on étudie. On voit des enfants qui défient leurs enseignants, qui les invitent à manger, des enseignants qui se laissent aller dans ça, qui les giflent parfois. Des enfants qui n'ont aucun respect pour leurs parents, et donc quel respect voulez-vous qu'ils aient pour l'enseignant qui ne leur donne pas à manger, qu'on suppose aujourd'hui, avec tout ce qu'on raconte sur les enseignants, le niveau, les traitements et tout ça. Donc il y a plusieurs facteurs qui, mis ensemble, véritablement, même si on ne fait plus recours au châtiment corporel, qui n'est pas une bonne chose, on n'aide pas à trouver des alternatives pour renforcer le niveau de nos enfants. Il y a des enseignants qui se désengagent complètement, parce qu'ils se disent, si je dois, en tant qu'enseignant, apporter le peu de savoir que j'ai à cet enfant, que ses parents viennent me crier dessus, que les politiques mettent un bâton et que l'enfant ne me respecte pas, tant mieux, il deviendra ce qu'il faut. À quoi vont se Moi, gêner, je m'en désengage. Ceux qui ont envie d'apprendre, je travaille avec eux, et je pense que ce n'est pas la bonne méthode, parce que tous les enfants ont quelque chose que chaque enseignant doit pouvoir détecter et l'aider à réussir. Trouver donc des alternatives qu'il faut. Néanmoins, il faut dire que malgré cette interdiction, le châtiment corporel reste socialement accepté. Et justement, nous avons demandé à notre sociologue Dida Stossou de nous en parler. On le suit. Le châtiment corporel est une manière pour nous d'éduquer nos enfants, d'éduquer nos progénitures. On se pose la question de savoir s'il faut continuer avec le châtiment corporel en parlant d'éducation, en parlant d'instruction. Je voudrais dire oui et en même temps non. Oui, parce que l'histoire a montré que l'Afrique en général et le Bénin en particulier, qui a adopté cette manière d'éduquer, n'a pas failli à former des enfants dignes, des adultes dignes de développement, des acteurs dignes de développement. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont adultes, qui nous gouvernent, qui pensent qu'ils font mieux, ont été ou ont subi le châtiment corporel dans leur bas âge. Oui, le châtiment corporel consiste à refuser progressivement à l'enfant de cesser de mener un comportement qui, tôt ou tard, ne lui sera pas bénéfique.
Donc, nos parents ont choisi ce chemin pour permettre à nos enfants de ne pas aller vers la déviance, de ne pas se faire inculquer ou garder des mauvais comportements jusqu'à aller à l'adolescence, donc jusqu'à devenir un adulte, un acteur de développement. Prenons pas à pas. Lorsqu'un enfant a l'habitude de toucher quelque chose, prenons le feu, d'aucuns vont dire, quand l'enfant va toucher le feu, il va se retirer. Non, l'innocence et l'insouciance de l'enfant fait que l'enfant peut tout le temps aller vers le feu. Et donc, les parents le savent et chaque fois, quand ils veulent mettre une brindille ou quelque chose dans le feu, on tape sa main pour dire, on ne fait pas ça, ça va te brûler. On sait que s'il met la main dedans, ça va le brûler. Mais pourquoi attendre que l'enfant mette la main dedans pour dire, c'est l'expérience qui forme? Nos parents n'ont pas accepté ça. Deuxième chose, lorsque l'enfant commence à développer des comportements, par exemple, il sort beaucoup, il ne demande pas permission, il ne demande pas autorisation à ses parents avant de quitter la maison. Dès qu'il revient, il dit, à qui tu as demandé permission avant de sortir? Qui est-ce qui a été informé de ta sortie? Pourquoi tu es venu à telle heure? Et l'enfant subit des châtiments corporels. Lorsqu'un enfant insulte une grande personne, on lui afflige des châtiments corporels, ainsi de suite. Alors, on ne peut pas dire que le châtiment corporel est une mauvaise chose parce que pendant des lustres, pendant des siècles, nos parents ont usé de ce châtiment corporel pour nous éduquer. Le châtiment corporel n'était pas fait dans l'intention de tuer un enfant, ou bien de tuer une femme, ou de tuer une personne. Non, c'est dans l'intention d'éduquer. C'est vrai que tout n'est pas bon, parce que celui qui le fait ne mesure pas toutes les conséquences. Quelqu'un qui prend un bâton qui veut taper un enfant peut faire l'erreur de taper l'œil de l'enfant, il peut avoir un souci. Peut faire l'erreur de glisser et d'avoir un souci, c'est-à-dire de blesser l'enfant. Or, l'intention n'est pas forcément de blesser l'enfant jusqu'à ce que l'enfant se retrouve à l'hôpital. Quand un enfant vole chez nous, quand l'enfant commet, ou bien une personne commet l'adultère, c'est le châtiment corporel qu'on lui inflige. On va me dire que ce n'est pas une bonne chose. Oui, ce n'est pas une bonne chose lorsque cela rentre dans les travers. Lorsque la colère déborde et qu'on rentre dans les travers, le châtiment corporel n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, vous apprenez dans les écoles que les enfants se lèvent, ils giflent leur professeur. Et le professeur ne peut pas réagir, il doit juste se plaindre seulement au directeur. Est-ce qu'au temps de nos parents, est-ce qu'un enfant peut se lever pour gifler son professeur? Je demande à ceux qui sont enseignants à la retraite de venir ici nous dire combien de fois ils ont appris pendant 30 ans qu'un enfant a giflé son parent. Mais aujourd'hui, cela fait légion. Chaque enfant peut se lever pour gifler son professeur, il peut gifler son maître à l'école. L'enfant peut ne pas venir à l'école parce qu'il est libre de tout. Donc, le châtiment corporel a toujours son sens. Alors, retour en plateau, voilà le Didas Tossou qui trouve par ailleurs que le châtiment corporel a toujours son sens, même si sachez bien que c'est interdit et qu'il faut donc trouver d'autres manières de faire. Léa Kinira. Il a raison. Bon, il a tout dit, mais ce que moi je vais dire, c'est que quoi? Il a parlé tout à l'heure, il a dit quel élève a giflé ses parents à la maison.
effectivement, aucun parent ne peut accepter que son enfant lui porte. Mais pourquoi nous permettre à nous maintenant de venir nous porter main à l'école? Bon, je pense que les parents aussi ne permettent pas qu'on porte la main. Non, pas du tout. Même la loi ne dit pas à l'élève d'aller porter la main. Non, dit aux enfants que le châtiment corporel est interdit. C'est donner l'autorisation à l'enfant de faire tout ce qu'il veut. Non, je ne pense pas. C'est ce que moi je pense. Mais je vois que c'est au niveau cours secondaire parce que chez nous c'est mieux. Les enfants ne savent pas cela. Alors, moi, je voudrais demander à Georges, quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire des cas extrêmes, où par exemple vous envoyez, vous avez dit que vous envoyez l'étudiant, bien l'apprenant chez le surveillant, mais en réalité, je suis sûre qu'il y a des cas également qui dépassent l'entendement. Comment est-ce que ça se gère dans l'établissement en réalité? Bon, effectivement, il y a des cas extrêmes, c'est vraiment des cas extrêmes qui arrivent, mais quand cela arrive, au fait, c'est que quand la situation se produit comme ça, que faut-il faire? Il faut essayer On nous a recommandé, parce que nous sommes enseignants, nous avons l'administration, nous avons les censeurs, le directeur, tout ce qu'il en faut là. Donc, que faut-il faire? Nous a ordonné quand un enfant se retrouve pour le renvoyer à la surveillance, eux, ils vont s'en gérer. Et ils vont gérer ça, ils vont s'en occuper. Voilà. Donc, tout simplement, nous, on le met à la disposition de deux surveillants généraux et puis ils gèrent la situation. Ils gèrent. Allez là. Je le dis et je le redis, c'est bien de préciser. J'ai apprécié que le sociologue précise que ce sont les extrêmes qui font qu'aujourd'hui, on interdit complètement le châtiment corporel parce que quand on commence par frapper, on ne sait pas quand ça va déborder. Et quand on ne frappe pas, on est sûr qu'il n'y aura pas de débordement. Mais je le redis, interdire le châtiment corporel ne veut pas dire que l'enfant a droit à tout. Et donc, il faut qu'ensemble, avec les enseignants, on trouve les alternatives qu'il faut, parce que c'est bien qu'au cours primaire, ce soit plus ou moins facile. Mais du coup, primaire au secondaire, ce sont les mêmes enseignants qui continuent le processus, même si au secondaire, on aura droit à plusieurs enseignants selon la matière. Pourquoi du jour au lendemain, les enfants se rebellent? Pourquoi on constate ce changement drastique-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, dès le primaire, les enfants comprennent qu'il n'y aura pas la chicotte, oui, mais ils ont le droit, parce que droit appelle à devoir. Donc, ils ont le devoir de respecter les enseignants. Tout ce que les enseignants font, c'est pour leur bien. Et que l'école, ce n'est pas pour l'éternité. On ne fait que quelques années. Donc, si on se comporte bien, les retombées, c'est toujours nous qui sommes les premiers à en bénéficier. Quel parent n'a pas envie qu'on dise que son enfant a été le meilleur? Même si parfois, quand les enfants, on rentre à la maison, on est les plus sains, on fait, alors qu'à l'école, on traumatise à la limite nos... Et les parents qui ne sont pas disponibles, parfois même quand on leur envoie invitation, ils ne viennent pas. Ils envoient quelqu'un qui, l'enfant le corrompt avec de l'argent et à la maison, on se rend, on dit, ah oui, on est parti là-bas, tout est bon. Et puis, il y a tellement de choses à reprocher. En ce sens que je pense que le problème qui se pose, ce n'est pas l'interdiction du châtiment, mais les alternatives et comment on fait comprendre à nos enfants qu'ils ont des droits, mais des devoirs également. Qu'il ne faut pas dépasser une certaine limite. Respecter l'adulte aussi, c'est toujours une règle de société à mettre en pratique. Alors, Léa et Georges, je vais vous remercier pour votre participation, pour avoir répondu à notre invitation. Néanmoins, je vous laisse quand même dire un mot de fin avant de partir. Léa? Ce que je vais dire, c'est que nous allons suivre ensemble, comme Tata l'a dit, ensemble on doit encore revoir comment dire aux enfants et mener pour qu'ils sachent que le bâton est interdit, mais ils doivent se mettre au point. Et ensemble aussi, nous pouvons aussi arriver à travailler sans le bâton aussi. Nous avons des manières à le faire aussi. C'est un peu ça. Espérons que ça marche, Georges. Merci beaucoup, oui. Effectivement, il faut trouver des alternatives. Comme l'a dit Laila, il faut trouver des alternatives. Et ce sont ces alternatives qui vont nous aider à recadrer les enfants.
parce que le châtiment corporel est formellement interdit et toute la corporation doit se conformer à la règle. Donc voilà ce que je tiens là. Merci infiniment, Georges Abbé. Vous êtes enseignant. Léa Akinerila, merci. Vous êtes institutrice. Je vous raccompagne pour recevoir Eloge Bidi, le juriste Émeric Okupeli et pourquoi pas en même temps également Modeste Dossoutogui. Nous revenons pour parler juriste, ou plutôt, nous revenons donc pour aborder du point de vue juridique ce que dit exactement la loi, même si nous l'avons dit tout le temps sur ce plateau, que le châtiment corporel est interdit. Émeric Okupeli, vous recevez pour nous donc Eloge Bidi. Et bonjour Eloge. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Émeric? Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous en saurons davantage sur le châtiment corporel de façon juridique, ce que prévoient les tests. Eloge Bidi, bonjour. Bonjour monsieur Émeric. Comme le disait Pouinet, vous êtes juriste et avec vous, on en saura davantage sur le plan juridique. Déjà, quand on parle de châtiment corporel de façon juridique, qu'est-ce qu'on peut en retenir? D'accord, merci beaucoup pour cette invitation. Mais bien avant cela, j'aimerais rapidement définir, comme l'a fait mes prédécesseurs, en disant que le châtiment corporel est un recours à la force physique par un adulte pour corriger le comportement inapproprié ou bien pour contrôler son comportement. Il est destiné à causer surtout de la douleur, mais il n'est pas destiné à blesser. Donc, dans ce sens, nous avons plusieurs lois, plusieurs arrêtés ministériels qui ont été adoptés. Mais le socle même, des interdictions du châtiment corporel en milieu scolaire ou autre, il faut le rappeler, c'est la convention relative aux droits de l'enfant qui a été adoptée le 20 novembre 1989 par les Nations Unies, et c'est l'UNICEF qui est en charge de l'application de cette convention. Et le Bénin fait partie intégrante à adopter cette convention, et c'est de cette convention que découlent les autres lois, les arrêtés. Il y a des ramifications, il y a des arrêtés, et c'est cette convention qui sous-tend tout ce que nous faisons dans le sens du châtiment corporel. Exactement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des différents arrêtés. Le dernier est en date de 2018. Tout à fait. Précisément. Alors, dites-nous de façon explicite, qu'est-ce que dit l'arrêté en réalité? D'accord. D'abord, l'arrêté considère que tout enfant, les enfants sont vulnérables. Parce qu'ils n'ont ni droit de vote et ils n'ont pas d'influence politique ou économique, parce que les enfants doivent également être considérés comme un être tout entier, et ils sont l'avenir de la nation. Pour cela, l'arrêté a interdit formellement que les châtiments corporels, parce que nous savons très bien dans notre pays comment est-ce que les châtiments corporels se font. L'on frappe l'enfant jusqu'à ce que, parfois il tombe en syncope, parfois il ne se sent pas bien, ou à cause de cela, il peut faire entorse à son avenir. Donc l'arrêté veut éviter tout cela. Il veut que chaque enfant ait un droit, une chance d'accomplir sa destinée. Donc, il ne faut pas qu'il y ait ces interférences, que ce soit la chicote ou autre truc là, punition, qui viennent entacher l'avenir. Et étant donné que l'État est garant de l'avenir de tout enfant, l'État prend alors la responsabilité de protéger les enfants pour que les châtiments corporels ne se reproduisent plus. Alors, selon vous, est-ce que cette décision est la bienvenue? Bon, cette décision
A priori, je dirais qu'elle est la bienvenue parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un enfant qui est chaque fois torturé, émotionnellement ou bien physiquement, aura certainement la mémoire ou bien aura quelques faiblesses, aura du mal à évoluer. Dans notre pays, même avant 2000, nous voyons comment est-ce que les professeurs, ou bien que ce soit les enseignants au cours primaire ou au cours secondaire, mais surtout au cours primaire, la manière dont nos enseignants nous frappaient avec des lanières, avec, ou bien ils ont un bâton fétiche, ou bien s'ils portent une chemise, là, on sait que ce jour-là est rouge. C'est le jour rouge. Voilà. Donc, on a cette peur d'aller au cours, ou bien d'aller à l'école, peur d'avoir, ou bien d'avoir été, ou bien quelque part, ou bien peur que le professeur vous bastonne. Donc, la loi est venue pour réglementer, pour régulariser cette situation. Et je pense qu'elle est la bienvenue. Parce qu'il ne suffit pas de frapper, de traumatiser les enfants à chaque fois parce qu'il y a d'autres enseignants qui sont doués dedans. Ça, il faut le reconnaître. Moi, j'avais un enseignant en classe de CM2, je vous assure, il nous traumatisait tout le temps. Il nous traumatisait. Et ce traumatisme peut faire que vous n'avez pas un bon rendement. Moi, je me rappelle très très bien, ce traumatisme a fait que je n'avais pas de bon rendement. Il aurait fallu qu'on me change d'école et que le rendement, j'ai même été premier sans deuxième à cause de ce changement et du traumatisme causé. Mais dans le même temps, il faut aussi concilier les deux. Il ne faut pas laisser les enfants ou bien les apprenants à leur solde pour que, voilà, à moins de choses qu'ils grondent sur les parents, sur les enseignants. Parce qu'il faut qu'on contextualise nos lois et nos décrets. C'est vrai, la convention relative aux droits des enfants, elle a été adoptée pour les enfants d'après-guerre de 1945, les enfants d'Europe et de la Chine. Donc, c'est par rapport à leurs conditions. Donc, pour nous, non, il faut quelque chose de particulier aussi. Voilà, il faut le contextualiser. D'autres disent que la peau noire, elle a besoin de la chicotte. Moi, je dis non. Il n'en est pas ainsi. Donc, il faut contextualiser. Est-ce que si nous refusons, ça peut amener vraiment les enfants à avoir une attitude correcte. Donc, il faut que nos politiques essaient de voir comment pallier à ces deux choses pour ne pas laisser à la dérive le comportement des enfants. Le comportement des enfants. Alors, est-ce que la loi a prévu des types de châtiments corporels? Parce que, vous savez, il y a plusieurs types de châtiments corporels. Le fait de gifler un enfant, par exemple, ça n'a pas la même, peut-être les mêmes effets que frapper un enfant jusqu'à le blesser, par exemple. D'accord. Dans ce domaine, la loi n'a pas listé, mais si on fait des recherches approfondies, et il y a d'autres arrêtés explicatifs qui nous donnent un peu plus de précision. Il y a les fessées, il y a les gifles, il y a les punitions que les professeurs donnent. Soit vous vous mettez à genoux. Ça aussi c'est interdit? Non, en fait, j'en viens. Vous vous mettez à genoux, bras en croix, et on vous pose quelques briques ou bien quelques cailloux. Donc, ces genres de punitions, voilà, sont actés pour que l'on puisse savoir dans quelle catégorie. Mais les châtiments qui sont plus fréquents, ce sont les fessées. Parce que, bon, vous couchez sur la table, deux gaillards de la salle. Voilà, ou soit deux personnes te tiennent, et une personne tient tes bras et l'autre les pieds, et on vous tend bien. Et voilà. Donc, il y a certaines
catégories de ces infractions qui sont interdites. Qui sont interdites. Cela ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Très bien. Voilà. Oui. Alors, quand il y a infraction, il y a forcément sanction. À propos des sanctions, que prévoient les tests? Que disent les tests? Merci beaucoup. Par rapport à cela, il y a déjà les arrêtés qui prévoient ces sanctions. Il y a également le code de la famille qui prévoit ces sanctions. Mais la base même, c'est la loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin. Et cette loi, précisément en son article 509, a prévu les sanctions que celui qui inflige un châtiment corporel peut subir. Et il y a des peines d'emprisonnement, il y a des amendes. Si ce châtiment, on les classe souvent dans des coups et blessures, que ce soit volontaire ou pas. Voilà, si suite à cela, il s'ensuit mort. Voilà, les peines sont plus corsées. Et pour être un peu plus précis, concernant le châtiment, les coups et blessures, il y a si le châtiment cause une incapacité de travail, cette peine peut être de 8 jours ou jusqu'à 2 mois. D'emprisonnement, bien sûr. Et concernant les amendes, ça peut être de 100 000 francs à 1 million. À part cet article-là, il y a également l'article 510, il y a également d'autres articles qui en parlent. Voilà. Les sanctions. Et il y a également le paragraphe, le paragraphe 1 du même code, en son article 569, qui a consacré les crimes et délits commis contre l'enfant. Voilà le socle de peines et sanctions prévues par la loi dans le cadre de châtiment corporel. Alors, est-ce que ces différentes sanctions, est-ce que cette loi, ces différents arrêtés pris par les autorités ministérielles sont-elles respectées réellement, surtout dans le milieu scolaire? Est-ce que vous avez l'impression que ces décisions sont respectées? D'accord. Pour cette question, il faut être sur le terrain pour le constater réellement. Mais toujours est-il que les arrêtés explicatifs que nos ministères envoient pour expliquer la loi, ainsi de suite, il y a d'autres enseignants qui... Continuent quand même. Non, je ne dirais pas continuent, qui les respectent. Parce qu'ils se disent, je ne veux pas être renvoyé, je crains ma vie, je crains celle de ma famille. Donc, il vaut mieux se plier à ce que, aux exigences, et pour que ma vie soit épargnée. Donc, mais surtout dans les milieux reculés, il y a ces pratiques qui continuent. Pourquoi est-ce que ça continue? Il y a le phénomène de la pauvreté, qui fait que nos parents ou bien nos localités continuent d'appliquer le châtiment corporel. Parce que plus vous êtes pauvre ou bien plus vous êtes analphabète, vous ne comprenez pas les choses et vous pensez que plus vous tapez l'enfant, mieux il comprend les choses. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a d'autres enfants qui sont vraiment déjà habitués au châtiment, même si vous les frappez ou bien vous leur interdisez. Ils disent, voilà, même si on me frappe... De toute façon, on va me frapper. On va me frapper. Donc, il y a la pauvreté qui fait que le châtiment corporel évolue dans certaines zones de notre pays. En l'occurrence, dans le département de l'Atakora, il faut le rappeler, parce que la pauvreté est à un pourcentage de 60%.
Donc le châtiment continue. Mais de nos jours, il faut le dire, le phénomène regresse. Le phénomène regresse énormément. Et il faut saluer les efforts de nos autorités à propos. Voilà, merci beaucoup. Eloge Bidi, vous êtes juriste. Avec vous, il s'est agi de comprendre un peu ce que prévoient les textes par rapport au châtiment corporel. Vous pouvez l'aider aussi. Merci bien, Émeric Okupeli, et merci également à Eloge Bidi pour ces informations, pour ces éclairages. Nous allons poursuivre nos échanges pour recevoir, plutôt continuer avec Modeste Dossotogbe, les messages que nous avons reçus sur le sujet. Alors, pour quelques messages, il y a un chant qui dit « Je trouve salutaire cette interdiction. L'élève peut bien étudier son chicote. Le tout réside dans la manière d'apprentissage. » Lorsque j'étais en classe de CM et qu'il fallait que le maître de CM me garde, j'avais catégoriquement refusé à mes parents que je ne le ferais pas, que je ne ferais pas cette classe du maître. Soit il me change l'école, soit j'arrête les cours. La chicote impacte la psychologie des enfants, même si l'instituteur veut un rendement. En plus de ça, les punitions sont là pour encadrer l'enfant qui dérive au fait des pagailles. Nous avons vu dans ce pays des instituteurs qui ont frappé les élèves jusqu'à les blesser. L'éducation ne demande pas tout cela. C'est vrai. Alors, je pense qu'on peut simplement communiquer avec les enfants pour les amener à comprendre ce qui est rapproché, comment sanctionner, ce qui est reproché, comment sanctionner. On peut le priver de quelque chose qu'il aime beaucoup. Aussi, il faut remarquer que quand l'enfant s'habitue au bâton, il n'a plus peur de faire de bêtises. Oui, comme on l'a dit. Tout à fait. Autre chose? Alors, le châtiment corporel des enfants à l'école est un couteau à double tranchant. Ça peut permettre à certains enfants de vite saisir le message de l'instituteur ou de faire fuir l'enfant. Tant que nous n'avons pas associé notre langue à l'éducation de nos enfants à l'école, ce sujet sera toujours objet de discussion. Alors, absolument, oui. Un dernier, oui. Nos grands-parents et nos parents ont connu le châtiment corporel en milieu scolaire et cela donnait un bon résultat. Les enfants d'aujourd'hui sont très différents de ceux de l'époque des parents. La majorité des enfants d'aujourd'hui sont têtus. Retirer le châtiment corporel en milieu scolaire, c'est rendre la tâche difficile aux enseignants. Les enfants d'aujourd'hui sont têtus. Franchement. C'est une remarque qui se fonde sur quoi? Bon, on ne sait pas encore. Néanmoins, c'est vrai que les enseignants ont du mal, mais je suis sûre que de toute façon, c'est en essayant plusieurs choses, on va y arriver pour trouver la bonne méthode afin de recadrer les enfants pour lesquels ça ne marche pas réellement. La pensée de ce matin, Modeste? Alors, la pensée de ce matin est de Célestin Bastistin Fresnet qui dit « Les punitions sont toujours une erreur. Elles sont humiliantes pour tous et n'aboutissent jamais au but recherché. » Je reprends une fois, les punitions sont toujours une erreur, elles sont humiliantes pour tous et n'aboutissent jamais au but recherché. Une phrase, on va faire un tour de table, juste une phrase sur la pensée. Allez là. Oui, la pensée renseigne bien sur ce pourquoi on a interdit les châtiments corporels, parce que, qu'on le veuille ou non, quelque part, ça enfreint au respect, à la dignité, à l'intégrité humaine. Là, je vais dire. Oui, tout à fait. Le châtiment corporel n'est toujours pas bon. N'est toujours pas bon. Donc, il faut que nous puissions réglementer comment punir un enfant ou comment punir un adulte. Même dans les prisons, lorsqu'on les envoie plutôt, il n'y a pas de châtiment corporel. Oui. Donc, c'est une manière de rééducation. C'est une manière de réintégration. Donc, nous devons, la pensée l'a su bien dit, le châtiment corporel, parfois, ne nous donne pas le résultat recherché. De bons résultats. Émeric? Je pense que j'épouse entièrement l'avis de mes prédécesseurs par rapport à la pensée du jour. Vous savez, frapper un enfant n'est pas souvent
la chose la plus recommandée. Il y a plusieurs autres manières de pouvoir appeler à l'ordre un enfant ou quelqu'un qui a commis une erreur. Donc, le châtiment corporel, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Modeste? Alors, parlons de punition, d'humiliation. En 2 phrases, hein, pour la petite histoire, j'ai connu un enfant à cause de la punition, a fuyé de la maison parce que l'école avait préaverti qu'ils allaient avoir une punition le lundi matin. Oui. Donc, il a dû sortir de la maison. Ça a suscité assez de... Il a été recherché pendant 3 jours ici. Après les 3 jours qu'il a été retrouvé. Donc, psychologiquement, les enfants sont abattus par ces punitions. Alors, la pensée, l'auteur? Alors, l'auteur, c'est Célestin Battinstin Fresnet. C'est un pédagogue français né le 15 octobre 1896. Il faut dire que son nom reste attaché à la pédagogie qui se perpétue de nos jours, notamment via le mouvement de l'école moderne. Tandis que certains techniciens développés par Fresnet tandis que certaines techniques développées par Fresnet ont pénétré l'institution scolaire, elles ont également inspiré la pédagogie institutionnelle. Voilà, donc sur l'auteur de la pensée. Alors, vous avez promis de nous dire ce que préconise votre papa en tant que psychopédagogue, très rapidement. Pas ce qu'il préconise, mais il faut dire qu'on fait mal, hein. Il vient à l'école et quand la maîtresse nous punit, il vient simplement, il dit à la maîtresse, si vous n'arrêtez pas, je vais arrêter tout de suite votre contrat et autres. Mais qu'est-ce qu'il propose alors? Ah mais rien. Arrivé à la maison, il vous dit, évite de faire ça, évite de faire ci. Donc, c'est à toi de voir, sinon lui... Qu'est-ce que lui fait à la maison? À la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Très bien, l'essentiel c'est que ça marche. Ça marche, ça fait que nous... Alors, l'humour, très très rapidement, on va finir avec l'humour pour pouvoir faire le quiz avant de refermer notre plateau. Alors, par rapport à l'humour, il y a un père condamné à 500 € d'amende pour une fessée à son fils. Et là, il a en main un bulletin scolaire et il dit on peut parler de ton bulletin scolaire et au fils de lui dire tu vas voir ça directement avec mon avocat. D'accord. Si les enfants ont des avocats, c'est que ça craint pour les parents aussi. Alors, nous irons toujours avec la fessée. Tout à l'heure, le juriste a parlé du châtiment le plus fréquent. Alors là, on dit la fessée est désormais interdite. Quelle punition pour nos gosses? Et là, nous avons une maman qui a 3 enfants, un bébé en main, une petite fille. Et là, il y a le garçon qui a gâté un truc sur le congélateur. Et là, comme la maman ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi lui donner comme punition, il était vraiment content et il dit... Ils n'ont rien dit par rapport au congélateur. Voilà, en fait, c'est que même à la maison, les parents sont dépassés. Ils ne savent plus comment garder les enfants. C'est compliqué. Oui, tout à fait. Mais à la maison, il faut que les parents recadrent vraiment les enfants. Parce que à la maison, c'est la maison qui constitue la première école de l'enfant, la première éducation de l'enfant. Si un parent confie l'éducation de son enfant aux enseignants, je pense que ce parent aurait échoué. Donc, il faut que les parents trouvent les voies et moyens idoines pour amener les enfants à avoir une bonne éducation. Très bien. Modeste? Alors, parlons toujours de la fessée. Là, nous avons un papa qui donne des fessées à son enfant et à l'enfant de lui dire, n'oublie pas que toi aussi en prison, tu auras mal aux fesses. En fait, l'enfant menace encore qu'il ira en prison. On dit qu'il connaît la loi et que c'est interdit. Il peut appeler un policier pour se plaindre et puis voilà. Un avocat. On va déposer le père en prison. Alors, un tout dernier pour finir. Et cette image montre ce qu'on ressent quand on reçoit des fessées. Ça bouge de partout. Donc, je vous laisse. Ça bouge de partout. C'est une belle image. Merci Modeste pour cette recherche-là. Alors, nous allons à présent installer Teste ta culture.
Voilà, l'équipe d'aujourd'hui, ce sont bien les femmes contre les hommes. Donc, Alilatou et Modeste sont en équipe et Euloge et Méric sont en équipe. Alors, ce sont de toutes simples Il y a des questions. gens Oui. qui ont commencé par tricher. Ah, Déjà, avant même que les règles du jeu ne soient annoncées. Mais il n'y a que des tricheuses qui Jamais. en tout cas, allons-y. Ce sont de très simples questions, je pense. Alors, à quelle famille animale, nous parlons animaux aujourd'hui, à quelle famille animale appartient le zébu? Je ne sais pas si vous connaissez le zébu, nous l'avons en image. Si nous pouvons l'avoir sur l'écran pour que vous voyez. Vivant. Non, alors à quelle famille animale appartient le zébu? Carnivore. Les batraciens, les bovidés, les insectes et les reptiles. Propositions. Les sont bovidés. là. Batraciens. Les Bovidés. Merci. Alors, mais Attends. Mais il y a deux personnes qui ont dit des réponses Contraire. Non. On prend la première réponse. La première réponse. La première vient de moi, donc c'est beau. Non. c'est vrai que la première venait d'elle. Alors, deuxième question. Il faut dire que les bovidés donc, appartiennent à l'ordre des artiodactyles mammifères ongulés qui ont un nombre pair de doigts à chaque patte. Et c'est une famille très diversifiée regroupant 140 espèces des buffles, des bisons, aux antilopes et bien sûr aux gazelles. La deuxième question, qu'étudie donc un arachnologue? Les rats, les serpents, les araignées ou les aigles? Araignée. Les araignées. Oui, merci les araignées. Alors, il faut être très très rapide. Dommage qu'on n'a pas un buzz. Pas de besoin. Avec le justement temps, ça ça. va venir. Très bien. L'arachnologie, donc, qui est la partie des sciences naturelles consacrée à l'étude des arachnides, y comprenant donc des araignées, les scorpions et bien d'autres. Les scientifiques spécialisés en arachnologie s'appellent les arachnologistes ou des arachnologues. Et la branche de l'arachnologie qui traite exclusivement des araignées se nomme l'aranéologie. Voilà, donc, pour cette question-là. Troisième question. Quel est le cri de la brebis? Je pense qu'on le Beuglement. connaît. Non, le beuglement, le bêlement, Le le bêlement. jappement, Le le bêlement. vagissement, le Le bêlement. bêlement. Merci. Yégué. Mais attendez, Méric, vous avez fait deux jours de buzz. Bon, je suis venue pour tout arracher. Je rattrape les jours manqués. Très bien. Le bêlement, bien entendu. La brebis, qui est d'ailleurs la femelle du mouton, belle. Quel animal a pour symbolisme la grâce? Nous avons le flamand, nous avons le paon, nous avons le cygne, nous avons le symbolisme la grâce. Les propositions sont à l'écran. Nous avons le flamand, le paon, le cygne, le kangourou. Pardon? Le paon? C'est pas la bonne réponse. Le signe. Le signe, merci. Le signe qu'on va voir en écran si vous ne le savez pas. Le signe qui a donc le symbolisme de la grâce, la pureté, l'amour, la beauté, le rêve, C'est tellement- l'élégance C'est une réponse qui et vaut la des points. douceur. Très bien. Alors, nous avons encore quelques minutes. Qu'est-ce qu'une pipistrelle? Qu'est-ce qu'une pipistrelle? Question de C'est une réponse. brebis, une chauve-souris, une girafe ou une otarie? Une pipistrelle. Une chauve-souris. Une chauve-souris. Merci. Une petite chauve-souris d'ailleurs. Une pipistrelle. J'espère qu'on a l'image. Qui mesure entre 17 et 20 cm d'envergure. Elle possède des oreilles particulièrement pointue, comme en Europe, comme une plutôt en Europe. Elle est surtout visible le soir, comme la plupart des chauves-souris. Donc c'est une petite chauve-souris, si vous ne le savez pas, qui s'appelle Pipistrelle. pipistrelle. Wow. Ok. On apprend. Oui. Quel animal est associé à Panurge? Je ne sais pas si vous connaissez Mouton de l'expression Panurge, mouton. Panurge. Le mouton de Panurge. Merci, Mouton. le Oui, mouton non. de Panurge. Et d'ailleurs, il faut dire que Panurge est un célèbre personnage du quart-livre, une aventure donc écrite au XVIe siècle par Rabelais lors de son voyage avec son compagnon.
Pantagruel, Panurge se querelle avec un marchand de moutons nommé Dindeno. Décidé donc à se venger du négociant, Panurge lui achète un mouton et le jette à la mer. Habitué à suivre le chef de leur troupeau, tous les moutons sautent donc avec le mouton qui a été jeté à la mer. Et le dernier entraîne même l'infortune du Dindeno qui tentait de le retenir. Être donc un mouton de Panurge, c'est suivre aveuglément quelqu'un bêtement, sans réfléchir, suivre carrément une opinion générale sans pour autant mener vos propres réflexions, ne pas se forger une propre critique. Donc, ne soyez pas des moutons de Panurge. Rappelez souvent les points là. Non, ils sont à 2. Nous sommes à 3. Non, À 2. Non, La première réponse a été annulée. chérie, voilà. Nous sommes 4-2. Ok. On vous le concède. Quel nom porte l'habitat du castor? Le castor que nous allons voir en image, si c'est possible, une hutte. Merci. C'est tout. Voilà. Le castor vit donc... En fait, on répond à des questions les plus difficiles. Le castor vit dans une hutte qui est généralement appuyée à la berge. Elle est construite avec des branches de bois et de la terre. Et cette hutte est en général composée d'une entrée et de 2 chambres pour ceux qui sont allés analyser. Alors, voilà donc la hutte en image sur vos écrans. Quel est l'animal qui brame? Qui brame, son cri, brame, bramer. Le cerf, le canard, la pintade ou le loup? Quel est l'animal qui brame? La pintade. Le loup? Pardon? La pintade. Non, c'est pas la pintade, Le c'est pas cerf. le loup, Le c'est cerf? bien le cerf. Merci. Non. Mais attendez, vous avez Non. donné, Deux, vous avez ils ont donné chacun une mauvaise réponse. Une mauvaise réponse. Donc la question est annulée. La question n'est pas annulée. Si. Alors, le Émeric, brame, donc, est le cri que poussent les cerfs pour attirer l'attention des femelles pendant la saison des amours. Le ruche et les cévidés, donc, commencent généralement dans le milieu du mois de septembre et se terminent début octobre. Toutefois, lorsque les étés sont chauds et caniculaires, la saison des amours intervient plus tôt et dans la mesure où la durée de la fertilité de la biche dure une journée seulement, les mâles ne disposent donc que de très peu de temps pour pouvoir les féconder. Donc, le cri du cerf également peut être des cris d'intimidation destinés aux autres mâles qui sont dans les parages. Voilà donc pour ce qui concerne le cri du cerf. Et la cigogne à présent. Est-ce que vous connaissez la cigogne? Quel est son cri? Elle craquette, elle stridule, elle craquette. Oui, merci. La première réponse vient de là-bas. 4, 5, Comment ça? Non. Tu es trop pressé. C'était 4-2. Oui, on a revenu au C'est bon, c'est dernier bon. J'ai aussi donné la bonne réponse. Elle a été annulée. Non, permettez. Non, vous êtes des hommes quand même. Vous n'allez pas discuter un point. Je suis désolée, ce n'est pas une question d'homme. Il n'y a pas question d'homme. Encore que la réponse a été donnée. Ouais. Donc, ne faisons pas... Rappelez si vous voulez le score. 4-5. Le Parfait. score motive 4, Émeric. Parfait. Complétez cette expression. Faire des yeux de Hibou. serpent, hibou, cigale, merlan. Faire les yeux de... Hibou, bien entendu. Alors, je vais accepter juste une réponse par équipe. Oui. D'accord. Hibou, oui. Deuxième équipe, Cigale. non. Ni hibou, ni cigale, ce sont les yeux de merlan. Merlan frit. On dit qu'on fait des yeux de merlan frit. C'est une expression apparue au 19e siècle. Une expression donc qui a remplacé faire des yeux de carpe frite. On l'employait donc pour parler des jeunes gens qui se lançaient des regards tendres et amoureux. L'expression. Un peu comme ce que fait Laila Touchou. Et l'expression a peu à peu changé et elle signifie toujours que l'on a un regard niais. C'est-à-dire, vous savez quand on est amoureux, ce regard-là. Tout à fait. Très bien, dernière question. Alors, je pense plutôt que c'était la dernière question, si je ne me trompe pas. D'accord. Voilà, nous sommes donc à 5-4. Bon, une belle compétition de test ta culture. Merci. Vous êtes à la hauteur de la Merci beaucoup pour cette belle participation. Voilà, amis téléspectateurs, un mot de fin très très rapidement, Modeste.
Alors, éradiquer au châtiment corporel incombe aussi bien aux parents, aux enseignants et aussi aux enfants parce qu'ils doivent essayer de répondre quand même à ce que veulent les. Je pense qu'on a parlé du châtiment corporel de long en large. J'espère que chacun des téléspectateurs qui nous ont suivis a pris bonne note. Aujourd'hui, le châtiment corporel n'est plus accepté, surtout en milieu scolaire. Et donc, il faut trouver d'autres solutions palliatives. Et Eloge Bédi. D'accord, merci beaucoup. Le châtiment corporel, oui, il est bien de l'éradiquer en milieu scolaire, mais moi, je le dis toujours, à la maison, il faut essayer de voir et de réglementer les choses. Parce que, je le dis, et même la Bible a dit que il n'y a que le bâton qui enlève la folie qui est dans l'enfant. Donc, il faut voir le palliatif en milieu scolaire. Il est interdit, il faut respecter et trouver d'autres moyens d'éducation, de ramener les enfants à l'ordre. Mais à la maison, essayons de voir et pour que les enfants aient un bon avenir pour qu'ils soient des citoyens. Ce qui on peut compter, quoi. Ce qui on peut compter, des citoyens nobles et respectés. Oui. Oui, on a compris qu'aujourd'hui, tout part de la communication et de la discussion. Donc, c'est important de baser ces approches sur la communication, mais c'est également important de prévoir ces cas-là de récidive et donc de trouver des alternatives. Si la loi fait obligation d'interdire le châtiment corporel, il faut qu'ensemble, tous les acteurs trouvent des palliatives, des alternatives appropriées et adéquates pour que les enfants puissent assimiler et répondre aux enseignements. Merci beaucoup, Eloge Bédi, Emery Kokoupeli, Modeste Soutogbe et Alilatou Draman pour votre participation à ces échanges. De toute façon, nous le savons, le châtiment corporel est interdit en milieu scolaire. Est-ce qu'il fallait l'interdire? En tout cas, oui, pour éviter tous ces désagréments, toutes ces exagérations, tout ce traumatisme que connaissent certains enfants. Néanmoins, il faut trouver des alternatives pour toujours recadrer les enfants qui pensent que désormais tout leur est permis et donc aider les enseignants dans leurs tâches. Merci à vous tous. Rendez-vous demain. Le châtiment corporel. Oui, il faut. Parce que